Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau Mardi des Bernardins. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur KTO et sur Radio Notre-Dame. Je salue également les nombreux spectateurs de cette superbe salle du Collège des Bernardins, ce grand amphi qui est rempli ce soir. Alors vous suivez l'actualité. Vous savez que la Russie est mise en quarantaine depuis hier soir avec son exclusion du club des puissants réunis à La Haye. Alors que les dirigeants du G8, redevenu G7, envisagent une troisième phase de sanctions contre la Russie, alors que le drapeau russe flotte maintenant de manière officielle sur toute la Crimée, de nombreuses questions se posent. Que révèle cette crise ukrainienne des ambitions de la Russie ? L'annexion de la Crimée n'est-elle qu'un premier acte ? La diplomatie européenne a-t-elle fait preuve d'un réalisme suffisant ? Une nouvelle confrontation de la Russie et de l'Occident est-elle inexorable ? Et dans cette volonté du président Poutine de retrouver une grande russe, on va se poser la question, quel est le rôle également de l'Église orthodoxe russe à ses côtés ? 52 minutes ensemble donc pour explorer toutes ces questions et bien d'autres évidemment avec 4 invités. Autour de moi, je commence par vous présenter Anne de Tinguy. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne et politologue, enseignante. Vous enseignez à Sciences Po et à l'INALCO et vous êtes vice-présidente de l'Association française des études ukrainiennes. Merci d'être avec nous. À ma gauche, le père Alexandre Siniakov. Merci d'être avec nous. Vous êtes le recteur du séminaire orthodoxe russe en France et membre de la représentation de l'Église orthodoxe russe près les institutions européennes à Bruxelles. Michel Grabar, vous êtes universitaire spécialiste de l'histoire des idées en Russie. Vous êtes également d'origine russe et orthodoxe. Et vous êtes également, ça nous intéressera, consultant sur les questions énergétiques. Et enfin, Antoine Arjakovski, on est un peu chez vous ici. Vous êtes co-directeur du département de recherche Société, Liberté et Paix au Collège des Bernardins. Vous êtes également historien. Et vous aussi, vous avez des origines à la fois russes, ukrainiennes et biélorusses. Merci beaucoup d'être avec nous. Je commence peut-être par vous poser une question directement, Antoine Arjakovski. Est-ce que vous avez été surpris par les événements de ces dernières semaines en Ukraine ? Forcément, personne ne pouvait s'attendre à la fin du mois de novembre, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une signature du traité d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine, qu'il y ait d'abord un changement de position de la part du gouvernement ukrainien. Encore au mois d'août, et encore au mois d'octobre, j'étais en Ukraine et tout le monde s'attendait réellement à ce qu'il y ait une signature. Il y avait eu une préparation de la législation ukrainienne pour rentrer dans le cadre de cette association avec l'Union européenne. Un travail important avait été fait depuis 5 ans. Et puis voilà, soudainement, à une semaine du traité de Vilnius, il y a eu cette décision du gouvernement Azarov de refuser cette signature. Et les quelques manifestants qui étaient sur la place Maïdan, ils étaient peut-être une centaine, 200. Et ce qui a déclenché vraiment tous les événements, c'est à la veille du 1er décembre, les Berkoutas qui ont voulu dissiper cette manifestation. Au début, le maire de Kiev voulait planter un arbre de Noël sur la place Maïdan. Il a dissipé les manifestants, mais très durement, ça a été filmé. Et le 1er décembre, il y a eu cette manifestation de colère de toute la nation ukrainienne en disant on ne veut pas ce genre de choses. Et ensuite, tous les événements se sont déroulés. Ce rapprochement, c'est quelque chose que vous attendiez ? Le rapprochement ? Avec l'Occident, avec l'Europe ? Alors, l'Ukraine se préparait à ça depuis 2008, le président Sarkozy, qui était à la présidence de l'Union européenne, avec les chefs d'État européens, avait négocié, à l'époque c'était Yulia Tymoshenko, le Premier ministre, ce rapprochement. Alors, le traité d'association, c'est mineur, c'est pas une entrée dans l'Union européenne, mais c'est quand même pour les Ukrainiens le sentiment qu'on va dans la bonne direction, qu'on va dans la bonne voie, vers un État de droit, vers plus de justice, etc. Et donc, oui, le pays se préparait à ça et portait toutes les difficultés du quotidien en se disant au moins on va dans la même direction. Et donc c'est pour ça que ça a été, une très grande déception, mais deux, une sorte de révolte que, allez, on est sorti de l'Europe, on tape des manifestants pacifiques jusqu'au sang, on rentre dans l'Asie, on rentre dans quelque chose qu'on ne veut pas, et c'est pour ça qu'il y a eu cette révolte de la nation ukrainienne. Anne de Tinguy, vous avez le même sentiment ? C'est quelque chose qui n'était pas du tout prévisible ? Alors, pas du tout prévisible. Je veux dire, les choses du côté du président Yanukovych n'étaient pas aussi simples que ça, mais enfin, il y avait des négociations qui, vous l'avez dit, duraient depuis 5 ans. Et donc, il y avait véritablement l'idée que l'accord d'association allait être signé. Il y a d'autres sujets de surprise.
d'abord l'ampleur du mouvement populaire en Ukraine. Ça a été cette révolte que vous avez évoquée, a été véritablement quelque chose de tout à fait extraordinaire. D'autant plus extraordinaire que, rappelons-nous, ces Ukrainiens, ici en France, il n'a pas fait très froid. Mais en Ukraine, il a fait extrêmement froid. C'est-à-dire que tout le monde était dans la rue 24 heures sur 24 par des températures de moins 10 à moins 20. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement une volonté de défendre. Moi, je pense que ce sont beaucoup des valeurs européennes, des valeurs symbolisées par l'Ukraine qui étaient au cœur de cette volonté formidable. Et puis, encore un élément de surprise, c'est que nous ne pensions pas du tout que la Russie allait en venir au recours à la force. Et dans les jours qui ont précédé le 1er décembre, c'est-à-dire la demande qui a été faite par Vladimir Poutine au Conseil de la Fédération d'autoriser le recours à la force en Ukraine, nous étions tous, je dis nous, je ne sais pas si c'est le cas de mes collègues ce soir. On va nuancer. À nuancer, mais enfin, je dirais, de très nombreux spécialistes de la Russie et de l'Ukraine étaient absolument persuadés que toutes les initiatives qui étaient prises par la Russie relevaient de la gesticulation, mais que Vladimir Poutine n'avait pas l'intention, et les dirigeants russes en règle générale n'avaient pas l'intention d'avoir recours à la force. Et donc, cette demande d'autorisation du recours à la force a été un coup de tonnerre, vraiment quelque chose auquel nous ne nous attendions pas. Et puis, encore une surprise, quand il a été encore plus loin en Crimée et que la Russie a annexé la Crimée. Alors là aussi, nous ne pensions pas nous étions nombreux à penser qu'il n'oserait pas aller aussi loin. Michel Grabar, même constat. Les premiers manifestants, l'action de la Russie. Effectivement, je suis d'accord sur les surprises. Il y a eu un certain nombre de surprises. La volte-face de Yanukovych, c'était une surprise. Le départ de Yanukovych aussi, c'était une surprise. Sur les trois scénarios scénarios qui étaient envisageables en Crimée, on aurait pu imaginer soit une plus grande autonomie dans l'Ukraine, un état de non-droit comme la Transnistrie, reconnu par quelques pays, mais on est allé beaucoup plus loin. Ça aussi, c'est un élément de surprise. Alors ça, donc j'étais surpris comme vous, comme Antoine, comme vous, madame. Mais sur d'autres choses, je ne suis pas tout à fait en ligne. Sur cette polarisation, parce qu'effectivement, l'Ukraine est en Europe. Elle est entièrement en Europe. Et l'Ukraine est européenne. Et donc c'était important. Et d'ailleurs, j'ai signé une pétition dans Le Monde avec d'autres intellectuels pour dire qu'on comprend ce besoin d'Europe de l'Ukraine. Et sur le plan civilisationnel, culturel, l'Ukraine est en Europe et elle a besoin d'Europe. Mais dans ma vision des choses, la Russie est peut-être aussi dans l'Europe. C'est ce que dirait un Russe aussi. L'Ukraine est dans son Europe. Voilà. Mais géographiquement, si vous voulez, l'Ukraine est entièrement dans l'Europe, alors que la Russie, et là je ne suis pas d'accord avec Antoine, même si nous connaissons depuis 35 ans et sommes amis, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dire que l'alternative, c'est Europe ou Asie. La Russie n'est pas Asie. Elle est Eurasie. Donc, géographiquement, elle est en Europe et en Asie. Et le projet du gouvernement, enfin du président Poutine, mais qui lui a été soufflé, il n'a pas inventé, et je peux en faire l'historique, c'est un projet eurasiatique. Et qui ne se contente pas simplement de réunir l'Empire russe ou l'Empire soviétique en utilisant une stratégie finalement astucieuse, opportuniste, enfin, on reviendra là-dessus, mais c'est de proposer un projet à l'ensemble du continent eurasiatique qui commence à Brest en Bretagne et qui se termine à Vladivostok. Ça, Vladimir Poutine ne s'est jamais caché sur ce projet. Donc, est-ce que c'était si surprenant qu'il se déclare comme ça, qu'il y ait cette annexion de la Crimée? Alors, en fait, la difficulté, et c'est là effectivement où on n'est pas toujours d'accord avec Michel, même si effectivement nous sommes amis, c'est que il y a d'un côté un projet russe du président Poutine, mais qui est partagé aussi par beaucoup de Russes, qui considèrent la Russie comme un empire eurasiatique. Du côté ukrainien, on affirme aujourd'hui, je crois que c'est ça le momentum,
l'affirmation d'un État-nation. Un État-nation avec le souvenir d'une période où il y a eu une Ukraine à l'est du Dniepr, une Ukraine à l'ouest du Dniepr, qui a été divisée à partir du XVIIe siècle entre d'un côté un empire russe et d'un autre côté un empire polonais et austro-hongrois. Et aujourd'hui, une Ukraine, État-nation, qui cherche à réunir son Orient et son Occident, son catholicisme et son orthodoxie, sa russophonie et son ukrainophonie. Et donc, ça, c'est un moment d'État-nation que la France a connu en 1789, l'Italie en 1870. Voilà, l'idée qu'on unit le corps et la tête. Et ça, c'est un projet différent d'un projet d'empire avec différentes nationalités qui peuvent cohabiter. Et c'est ça que Russes, et je pense que Michel partage mon point de vue, Russes et Ukrainiens, ont des cheminements théologico-politiques, si je puis dire, différents. Et le problème, le malheur, c'est qu'il n'y a pas de dialogue et de reconnaissance entre l'un et l'autre. Est-ce que les Ukrainiens de Crimée le voulaient, ce projet ? Alors, quand on regarde les sondages qui ont été faits ces derniers mois à plusieurs reprises en Ukraine et en Crimée, eh bien, il est tout à fait clair que la majorité des Ukrainiens ne souhaitaient pas être rattachés à la Russie. Il y a un sondage qui a été fait en mai dernier où il y avait grosso modo 23% des habitants de Crimée qui souhaitaient un rattachement à la Russie, et un autre sondage qui a été fait par un institut de sociologie. Enfin, ça, ce sont des sondages qui normalement sont considérés comme tout à fait sérieux et fiables, qui a été fait plus récemment. Ça devait être au mois de février. C'est au mois de février, et où il y avait 41% des habitants de Crimée qui souhaitaient un rattachement à la Russie. Donc nous voyons que nous sommes loin de la majorité et que le référendum qui a eu lieu le 16 mars est un référendum qui, clairement, il est illégal d'abord, mais en plus, il a été fait dans des conditions telles qu'on ne peut pas considérer qu'il soit fiable. Nous reviendrons, j'espère. Est-ce que c'est vraiment un scandale que je vais intervenir sur la Crimée soit rattachée ? Je vais intervenir sur 2 points. D'abord, peut-être répondre à Antoine sur la dimension Orient et Occident en Ukraine, les deux visages de l'Ukraine. C'est vrai que historiquement, compléter simplement cette histoire, c'est que historiquement, après l'invasion tatare, il y a eu une bifurcation de l'histoire russe. Il y a eu une histoire russe qui a été s'est organisée autour de Moscou. Et effectivement, la partie moscovite a subi plus longtemps le joug tatar que la partie occidentale et méridionale. Donc, autrement dit, la Russie moscovite, Moscou, a plus longtemps été sous domination tatare et en a gardé peut-être, disent les Eurasiens historiques, quelque chose dans le mode de gouvernement plus dur. Alors qu'en Ukraine, il y a eu un tropisme vers la Pologne, vers la Lituanie, vers le baroque, vers l'Europe. Et il y a donc ces dimensions européennes de l'Europe centrale en Ukraine, culturelles très importantes. Et il n'y a pas cette forme de pouvoir plus dur que les Eurasiens légitiment en disant que comment les Tatars ont pu maîtriser un empire, l'Oulous tatar, qui était un empire de Gengis Khan, qui était gigantesque, par la force. Et donc, les Eurasiens disent que l'Empire russe doit être maintenu et le pouvoir doit être fort. Et donc, c'est légitimation du pouvoir fort. Bon, est-ce que c'était conciliable dans ce pays qui était l'Ukraine ? Donc ça, c'était juste un point pour entendre. Alors, je voulais ensuite essayer de compléter ce que vous disiez. Alors là, je ne suis pas d'accord, mais c'est sur la légitimité et sur le droit violé. Qui viole le droit ? Ça, c'est quand même... alors, bon, je dis des choses évidemment, qui sont utilisées, qui peuvent être utilisées. Et on est dans une guerre de l'information sur ces questions. C'est des questions complexes. Mais la difficulté, c'est que tout le monde viole le droit. Yanukovych, il était président élu. Et donc, que je sache, c'est pas la rue qui chasse un président élu. C'est les urnes. Donc, une solution non conflictuelle aurait été de probablement aller vers des élections anticipées, qu'il organise des élections anticipées. Donc ça, c'est une chose très importante. Il a été chassé par la rue. Alors c'est vrai qu'en France, certains esprits ont une forme de romantisme révolutionnaire que je ne partage pas. Et dès qu'on est sur des barricades, on est dans le droit. Non. Cela dit, je mets un bémol à ce que je dis moi-même en disant qu'à partir du moment où on fait tirer sur des étudiants,
et pas que sur des milices d'extrême droite, et qu'on tue des étudiants et des jeunes filles et des gens qui ont bravé le froid et qui ont été extrêmement courageux, là on se met dans une situation compliquée. Ça, je ne justifie pas évidemment la violence de la répression. Mais simplement, le droit a été violé également par les révolutionnaires. Mais en même temps, et là je suis d'accord avec vous, sur le droit international, en droit international, en fait, on est paresseux. On considère que les frontières sont intangibles, le principe d'intangibilité des frontières. Bon, c'était comme ça en 90, en 91, on ne touche plus à rien. La Russie, c'est ça, l'Ukraine, c'est ça, le Kazakhstan, c'est ça. En Ukraine, il y a la Crimée, donc la Crimée est ukrainienne, on ne touche pas à la Crimée. Et c'est une espèce de statu quo diplomatique très pratique, parce que ça évite les guerres, mais qui, évidemment, ne prend pas en compte une certaine revanche de la Russie par rapport à cette situation qu'elle trouve être un accident de l'histoire lié à un moment particulier de l'histoire russe où la Russie a été faible et donc elle a permis à son empire d'éclater. Mais, et là je termine, il est en même temps compréhensible que la communauté internationale envoie un signal à la Russie, mais pas simplement à la Russie, à d'autres pays qui pourraient tenter de le faire, la Chine par exemple, ou d'autres pays, pour pas que, évidemment, cette violation des frontières, le principe d'intangibilité des frontières, devienne la règle commune. Parce que ça serait très compliqué d'organiser la communauté humaine si chaque État considérait qu'il pouvait, parce qu'il y a des russophones là, parce qu'il y a des sinophones là, etc., envahir son voisin. Donc c'était important, évidemment, de donner un signal. Et c'est bien que la communauté, de mon point de vue, l'ait fait, mais il faut raison garder et ne pas aller trop loin, parce que la Crimée était ukrainienne par un caprice de Khrouchtchev, et ce serait quand même curieux de considérer que le droit était du côté du camarade Khrouchtchev. Moi, je ne peux pas du tout être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Un mot tout d'abord concernant le président Yanukovych, qui en effet avait été élu, et même régulièrement élu. Les observateurs internationaux l'avaient reconnu au moment de l'élection présidentielle de 2010. Mais par contre, chassé par la rue, c'est une façon de parler. En réalité, il avait perdu tous ses soutiens. Une fois qu'il a fait usage de la violence, il a été lâché par la police, par l'armée, par tout le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Et donc, eh bien, une fois qu'il s'est enfui, et on l'a retrouvé quelques jours plus tard en Russie, la crédit comme destitution... Ceausescu d'être peut-être pendu, lynché, c'était pas impossible. Non, mais c'est surtout, je crois que le point de droit qui est important, Michel. Non, mais il y a un point de droit qui est essentiel. C'est quand même de dire que il est parti après avoir signé un accord du 21 février. Du 21 février, acceptant le retour à la Constitution de 2004. Et donc, le retour à la Constitution de 2004, ça veut dire c'est le Parlement qui décide, qui élit avec une nouvelle majorité un Premier ministre. Et donc, il n'y a pas eu de révolution à proprement parler. Voilà, donc c'est ça, c'est un point de droit très important. Et sur le point du droit international, tu sais comme moi qu'on ne peut pas mettre le Kosovo et la Crimée au même plan, sur un même plan. Dans le cas du Kosovo, il y a eu un pays qui a été mis sous mandat du droit international, de l'ONU, la résolution 1240 de l'ONU en 1999. Et le droit international, le droit de l'ONU, ni ne permet, ni n'empêche des déclarations d'indépendance. Droit de réponse, oui. C'est la différence du droit ce sont des questions, souverain. je pense que complexe, mais important. Mais essentiel. Même que les téléspectateurs ne comprennent pas. C'est un point très important essentiel. Ce qu'on comprend, c'est que le projet ukrainien est écrasé par ce projet russe, voilà, qui le dépasse complètement. Antonin Jakovski, quel est, justement, si on revient sur la base de ce débat, expliquez-nous un peu quel est ce projet russe, jusqu'où il veut aller. Attendez, là, parce que on ne peut pas revenir sur les. Le projet russe, c'est de dire effectivement que la Crimée étant en majorité russophone, eh bien, il y a eu également un baptême en 988 du prince Vladimir. La Russie a reçu son orthodoxie du prince Vladimir, et donc il y a une cohérence impériale, nationale et linguistique et religieuse, et donc l'Ukraine n'est pas reconnue comme nation. Voilà. Donc le projet de Poutine,
qui est soutenu également par le patriarche Cyril, c'est de dire qu'il y a une cohérence. Il y a même le premier adjoint du patriarche Cyril, le père Chaplin, qui a dit que l'Ukraine, en fait, devrait être sous domination russe parce qu'il y a une cohérence de slaves russes. Et donc, c'est inquiétant pour des pays qui s'affirment comme État-nation. Et pour d'autres pays, parce que ça veut dire que partout où il y a des minorités russophones, du coup, il y a cette idée que l'Empire russe doit les attirer et former un empire commun. Père Alexandre, est-ce que c'est inquiétant? On ne vous a pas encore entendu. Est-ce que c'est inquiétant pour ces pays russophones qui seraient englobés dans cette même identité russe et chrétienne orthodoxe? Je ne sais pas quels sont les projets de M. Poutine ou du Kremlin, et vous avez l'air d'être très bien renseigné sur leur contenu, mais ce que je peux dire, c'est que je n'ai jamais entendu l'Église orthodoxe russe souhaiter la fin de la souveraineté de l'Ukraine, bien au contraire. Et une des premières prises de parole du patriarche Cyril, après les événements dont vous avez parlé tout à l'heure assez longuement, c'était un message adressé au nouveau Locotenent du siège métropolitain de Kiev, donc à celui qui assure l'intérim actuellement dans le cas de la maladie de son primat légitime. Donc le patriarche, dans ce message, a affirmé, et je le cite, que les fidèles de notre Église ont des opinions politiques divergentes, y compris sur l'avenir de la Russie et de l'Ukraine, et sont aujourd'hui séparés par des barricades, donc en reconnaissant clairement que des deux côtés, il y a les fidèles de la même Église orthodoxe. L'Église ne prend pas parti dans cette lutte politique, affirme le patriarche, et cependant son devoir consiste à intercéder pour ceux qui sont victimes de violences, qui ont besoin de protection, et pour ceux dont la vie est aujourd'hui en danger. Donc c'est ce même principe de non-immixtion sur ces questions-là, et sur le fait aussi que les fidèles de la même Église se retrouvent aujourd'hui avec des positions différentes, dans des camps tout à fait adverses, séparés par des barricades, a été ensuite répété par l'organe d'administration suprême de l'Église russe, qui est le Saint-Synode, qui a redit là aussi que l'Église orthodoxe ne peut pas prendre position pour tel ou tel parti, et qu'effectivement son seul rôle aujourd'hui, son plus grand défi consiste à conserver dans l'unité de foi, dans l'unité autour de l'amour pour le même Seigneur Jésus-Christ, des personnes dont les opinions politiques peuvent être totalement opposées. Que dit l'Église russe sur ce qu'on peut dire de Poutine comme protecteur de la Russie millénaire, comme protecteur de cet ensemble chrétien orthodoxe? Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un certain nombre d'orthodoxes russes vivant en Russie qui ont une grande admiration pour leur président, mais que les fidèles du patriarcat de Moscou ne vivent pas seulement en Russie. Et aujourd'hui, le grand défi de l'Église orthodoxe russe, donc du patriarcat de Moscou, c'est justement de montrer qu'elle n'est pas l'Église qu'elle n'est pas l'Église de Russie exclusivement, et que malgré l'héritage compliqué des rapports entre la nation et la foi, entre le christianisme et le patriotisme, le rôle de l'Église aujourd'hui n'est pas de s'identifier à telle ou telle nation, à l'avenir de tel ou tel pays, à des frontières dessinées dans le cadre des luttes politiques. Pourtant, on vous voit beaucoup aux côtés des militaires, on voit des prêtres orthodoxes partout. On sent que vous êtes proche de ces mouvements. C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, de chrétiens orthodoxes, laïcs, prêtres, évêques, qui aujourd'hui ont beaucoup de zèle patriotique et une grande admiration pour leur président. Et je ne vois pas de quelle façon on pourrait les empêcher de faire preuve de cela. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a dans la même Église des personnes qui vont dire exactement le contraire et qui ne partageront pas les mêmes visions des choses et qui peut-être se rapprocheront de la position de M. Orjakowski. Donc, dans la même Église, on trouve l'une et l'autre opinion, y compris dans l'épiscopat, et je ne crois pas qu'il soit possible aujourd'hui de généraliser la position de l'Église orthodoxe d'après telle ou telle chose dite par tel ou tel adjoint. De même qu'il serait ridicule aussi de réduire la position de l'Église catholique à ce que tel ou tel cardinal exprimerait. On pourra revenir sur ces questions. Anne de Tinguy. Non, mais attendez, parce que le patriarche Kirill, le 26 décembre,
a publié un texte condamnant Maïdan de façon très nette. Le père Alexandre ne peut pas remettre en question cette déclaration. C'était là. On la trouve sur le site internet du mospat.ru. Vous connaissez bien ce site internet. C'est une déclaration du 26 décembre qui condamne Maïdan et qui dit, et là j'ai la déclaration du 14 mars, donc c'était pendant l'annexion de la Crimée, disant « Nous respectons effectivement la souveraineté de la Crimée, mais nous ne tolérons pas l'influence depuis 400 ans d'un Occident. » Qu'est-ce que vous voulez dire que l'Église russe est dans les pas de Vladimir Poutine et forge l'idéologie du président Poutine. Je le regrette, je comprends bien que le père Alexandre Siniakov n'a rien à voir dans tout ça, mais par contre, le patriarche Kirill, lui, insiste en permanence dans tous ses discours. Il s'est rendu 30 fois en Ukraine depuis son élection il y a 5 ans, et à chaque fois à Sébastopol, l'été dernier, il était avec le président Poutine, a assisté à des manifestations. Non, le matin, ils avaient une liturgie commune, et l'après-midi, c'était des démonstrations navales, des manœuvres militaires dans la baie de Sébastopol. Et à chaque fois, il répète qu'il y a un monde russe, le Ruski Mir, qui forme une cohérence géopolitique et que donc l'Ukraine doit faire partie de ce monde russe. Je pense que Michel sera d'accord avec ça. Je veux bien intervenir parce que ça fait 3 fois que j'essaie d'intervenir. Anne de Tinguy d'abord, et puis après, promis, je vous donne la parole. En tant qu'universitaire, on sent qu'il y a quelques tensions. Comment vous observez, comment vous analysez ça? Oui, les tensions sont en effet très fortes, ça je le confirme. Moi, je voudrais revenir un petit peu, on a parlé du projet de Vladimir Poutine. Alors, bon, c'est toujours difficile, surtout dans une atmosphère de très grands conflits et de crises, comme c'est le cas à l'heure actuelle, exactement où veut en venir le président de la Russie. Moi, j'en sais rien. Si je reprends cette phrase qu'il a dit, l'éclatement de l'Union soviétique a constitué la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Est-ce que ça peut nous guider sur ce qu'il veut réparer? Mais par contre, je suis sûre de 2 choses. Je suis sûre que Vladimir Poutine a un projet de puissance pour la Russie. Et ce, depuis le premier jour où il est au Kremlin. Il n'était pas le seul, parce que dans les années 90, après l'effondrement de l'Union soviétique, les dirigeants russes ont tous dit que la Russie était une grande puissance, qu'elle était vouée à être une grande puissance. Ce discours s'est beaucoup accentué quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, et puis c'est allé de pair avec une situation économique qui s'est beaucoup améliorée, notamment parce que le prix des hydrocarbures a beaucoup augmenté, ce qui, la Russie étant le premier ou le second exportateur d'hydrocarbures dans le monde, eh bien, ça a considérablement renfloué la situation financière de la Russie qui avait été extrêmement difficile dans les années 90. Et donc, l'amélioration de la situation économique a alimenté le discours sur la puissance. Alors, le discours sur la puissance, la Russie veut être écoutée dans le monde. Et ça, on la comprend très bien. Je veux dire, c'est le cas de la plupart des États. Si on essaye d'adapter ça à la question européenne, Vladimir Poutine souhaite une grande Europe. Qu'est-ce que c'est que la grande Europe dont parlent les dirigeants russes à l'heure actuelle? C'est une Europe qui a 2 pôles. Il y a un pôle européen, Union européenne, et un pôle qui est un pôle qui est, appelons ça, conduit par la Russie et qui rassemblerait les États issus de l'ex-URSS, sauf ceux qui ont pris d'autres voies, comme les pays baltes, notamment. Dans ce projet de pôle de puissance russe, il est clair que l'Ukraine a une très très grande place parce que selon l'orientation que prend ou que ne prend pas l'Ukraine, eh bien ce pôle a une importance qui est extrêmement différente. Rappelons que l'Ukraine, nous le savons tous, est le pays le plus peuplé et qui est aussi un des plus importants de cet espace post-soviétique. Alors quand vous ajoutez à cela un attachement extrêmement fort pour l'Ukraine, pour des raisons historiques, nous en avons parlé, évoquées, pour des raisons culturelles, eh bien, ça donne une relation entre la Russie et l'Ukraine qui est une relation qui est vraiment, je dirais, enfin, le mot de fort ne convient pas. Pour la Russie, se concevoir sans l'Ukraine, c'est extrêmement difficile. On a parlé d'empire, on a parlé d'État-nation. Pour la Russie, pour la grande majorité des Russes,
Eh bien, l'Ukraine, en réalité, est tellement proche de la Russie qu'elle fait partie de la Russie. Disons les choses un petit peu comme ça. Donc c'était à peu près prévisible ce qui se passe. Non, quand même, parce que ça n'implique pas qu'on en vienne au recours à la force et je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse faite par mon voisin de droite et qu'on viole la souveraineté d'un État et l'intégrité territoriale d'un État, en plus en violant des accords qui ont été signés avec l'Ukraine en 1994 et 1997. Michel Cardin, vous parlez de recours à la force ? Trois points. J'aimerais quand même revenir parce que sinon on perd le fil et on reste sur le dernier qui a parlé a raison. Donc ça, c'est pas possible. Donc il faut. Donc je voulais simplement. Mais on fait pas un cours non plus. Donc. Sur la question des principes de droit international, il y a la violation l'interdiction de violer les frontières. Puis il y a une deuxième question qui est le droit à l'autodétermination. Parce que je voulais expliciter sur l'affaire du Kosovo. Il y a un moment, quand un peuple a le droit de s'autodéterminer, et voilà. Et on abuse, on use et on abuse de ce droit à l'autodétermination des peuples. Ça, c'est Est-ce que vous considérez qu'on a abusé de ce droit les Russes sont habiles, les diplomates russes ont vu que, évidemment, l'Occident avait violé le droit international en organisant une consultation sur le Kosovo, et donc ils ont fait jouer le droit à l'autodétermination et ils n'ont pas voulu le faire jouer au moment de Québec. Donc ça, mais je veux pas, c'est long, mais je voulais non, mais je veux pas aller jusque là, mais simplement je voulais donner ce point. Dans un cas, il y a des victimes et dans l'autre, il n'y en a pas. C'est quand même une très très grosse différence. Il n'y a pas eu de victimes, vous voyez, en Yougoslavie quand le temps. Mais si, justement. Mais si, en Yougoslavie, il y a eu la purification ethnique. Il n'y en a pas eu en Crimée. Il y a eu des bombardements. Alors simplement, ce que je voulais dire, d'abord, je voulais aller dans le sens également de ce qu'a dit le père Alexandre, c'est que l'Église est plurielle. C'est-à-dire que vous avez au sein de l'Église russe orthodoxe des conservateurs, des libéraux. Il y a un aspect diplomatie de l'Église chez Kirill, effectivement, mais on sait que l'Église a également cette fonction. Le fait que le patriarcat de Constantinople se trouve en Turquie, alors qu'en Turquie, il n'y a presque plus de chrétiens, mais et comme par hasard, la Turquie est dans l'OTAN, et donc on laisse le Fanar exister. Sinon, depuis longtemps, on aurait chassé tous les chrétiens de Turquie. Voilà. Donc ça, il y a également des éléments de géopolitique dans les questions religieuses. Donc je voulais, simplement, mais pour être plus irénique, je dirais qu'il y a des éléments, il y a des différences dans l'Église. Et voilà, donc ça, c'était un point pour aller dans ce... Et puis, par rapport à la puissance... Je vous laisse la parole après, monsieur, pour rebondir sur le point... Le troisième point sur la puissance. Sur la puissance. Laissez-moi sur la puissance, parce que c'est quand même important. Donc, je suis assez d'accord avec madame et on est sur la volonté de puissance, retrouver une puissance. Mais il faut dire que la Russie a été historiquement une grande puissance. Elle a été du temps de l'Empire, depuis Pierre le Grand. Elle a été également, au moment de l'Union soviétique, c'était quand même une grande puissance. Et elle est devenue, aujourd'hui, Védrine parle d'une hyperpuissance que sont les États-Unis et des puissances moyennes. Ce que les Russes ne supportent pas, c'est qu'il y ait une hyperpuissance et des petits. Ils aimeraient qu'il y ait un système où il y ait plusieurs puissances moyennes qui, ensemble, au sein de l'ONU, au sein du Conseil de sécurité, décident du destin du monde et qu'il n'y ait pas une hyperpuissance hyperarmée qui décide pour les autres. C'est ça le projet russe. Donc voilà, ça c'est quand même une chose importante. Ils ont été mis en minorité au Conseil de sécurité de l'ONU. L'ONU, c'est un lieu où il y a toutes les nations. On a parlé du cas de la Crimée, ça a été condamné, et c'est la première fois depuis très longtemps que la Russie a été complètement isolée. C'est le seul pays à justifier cette annexion. Sauf que même la Chine a pris des décisions qui n'étaient pas autorisées par le Conseil de sécurité et par l'ONU, en particulier en Yougoslavie. La différence, encore une fois, par rapport à cette question du Kosovo, c'est qu'en droit international, j'y reviens, ce qui compte, c'est la règle de reconnaissance. Lorsqu'en 2008, le Kosovo a proclamé son indépendance, eh bien, il y avait 9 États sur 13 du Conseil de sécurité qui reconnaissaient déjà le Kosovo. Alors que là, pour le cas de la Crimée, personne ne reconnaît cette annexion de la Crimée. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même une différence entre les deux cas. Je suis d'accord qu'il faut leur donner un signal, dire que c'est pas bien de violer une frontière. Donc c'est important, dans un contexte mondial, d'envoyer ce signal. Mais en même temps, il faut quand même comprendre que la Crimée, elle n'est pas ukrainienne. Et qu'on peut imaginer que... Tu peux dire ça. Oui, elle n'est pas ukrainienne. Mais les Ukrainiens, ça serait comme l'Alsace pour la France. C'est le cœur de leur identité. Le baptême de la Rousse s'est passé à Chersonèse. Et la Rousse, c'est comme, je ne sais pas, l'Île-de-France pour la France. C'est un baptême commun.
La Moscovie n'existait pas. La Moscovie n'existait pas à ce moment-là. La Moscovie apparaît au 15e, 16e siècle. Mais pour la Russe, c'est le cœur de son identité. Pourquoi ils ont répondu à 96% qu'ils ne l'étaient pas, justement? Alors aujourd'hui, il y a le Medjlis des Tatars, hein, qui a affirmé que 60% de la population de Crimée n'avait pas voté, qu'elle l'avait boycotté contre les chiffres qu'on dit, qu'on propageait le Kremlin. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait même pas de... Non, parce que ça, il faut le dire. Imaginer un retour en arrière. Il faut le dire en général. Le choix de ce référendum avec 30 000 hommes et je ne sais pas combien de chars sur le territoire de Crimée, c'était soit l'indépendance par rapport à l'Ukraine, soit l'intégration à la Russie. Il n'y avait pas la case on veut rester dans le cadre de l'autonomie, de la souveraineté ukrainienne. Donc il y a eu une majorité de la population de Crimée qui a refusé. On a parlé uniquement du cas des Tatars, mais il y a beaucoup d'Ukrainiens d'abord qui ont été arrêtés, qui ont été mis en prison, des journalistes, toutes les télés qui ont été interdites, etc. Et tout simplement, il y a eu un boycott. Sur le cas, c'est vrai. J'avoue que c'est vrai. On est d'accord là-dessus. Et moi, ce que je pense, pour aller dans le sens d'une solution du conflit, parce que vous dites comment faire pour revenir en arrière, Yatsenyuk, le Premier ministre, a fait une déclaration très tôt, quand les petits hommes verts sont arrivés sur le territoire de Crimée, c'est-à-dire les forces russes, malgré ce que dit Poutine. Il a dit, mais moi, je suis prêt à faire un référendum. Je suis prêt à donner plus d'autonomie. C'est quelqu'un qui dialogue, mais simplement que ça se fasse avec l'État ukrainien. La Crimée fait partie de la souveraineté Est-ce qu'on ukrainienne. peut imaginer que la Crimée est la première d'une liste, d'une longue liste? D'une longue liste, eh bien, écoutez... C'est pas la première, hein, c'est pas la première. Il y a eu l'Ossétie déjà. Enfin, c'est quand même quelque L'Ossétie chose et l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie en 2008. On parle de Transnistrie, la Moldavie, l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie. Transnistrie, oui. Donc, il y a trois cas. Il y a trois cas. On sait que le droit russe est préparé effectivement à accueillir ces provinces, ou en tous les cas où c'est. Mais donc voilà, est-ce que la liste s'arrêtera là? On peut l'espérer, et je pense qu'ici il faudrait l'espérer, parce qu'on ne veut pas aller vers une logique de guerre, mais le pire peut toujours être imaginé. Oui, la guerre ne s'est pas passée, et on voit qu'une grande partie des chrétiens orthodoxes dont parlait le père Alexandre, qui sont zélés et patriotiques, s'accordent avec ce projet de Vladimir Poutine et le soutiennent. Quel projet? Ce projet de retrouver une grande Russie. Non, mais on ne va pas envahir tous les voisins. L'idée, il n'a pas ce projet fou d'aller d'envahir, de reconstituer par la force. Je vais citer un texte très important qui va dans le sens de l'Église orthodoxe ukrainienne, relevant du patriarcat de Moscou. Le 15 décembre, le métropolite Antoine de Borispil, qui était le chef de cette Église orthodoxe ukrainienne relevant du patriarcat de Moscou, a signé un texte avec tous les chefs religieux, l'autre Église orthodoxe, les catholiques, les gréco-catholiques et les musulmans, les juifs. Il a signé un texte qu'il a remis au président Yanukovych en disant: nous sommes d'accord pour dire qu'il y a des manifestants qui ont des revendications justes dans leur attachement à l'Europe, et nous sommes tous d'accord pour préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc ça, c'est un point qui est très important, qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment entendu à Moscou, mais les Ukrainiens défendent leur identité. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'il y a des troupes russes qui sont à la frontière est de l'Ukraine, pas très loin de Donetsk, pas très loin de Kharkiv, etc. Et ça met une pression depuis un mois énorme sur le gouvernement ukrainien. Donc aujourd'hui, le ministre de la Défense a démissionné. Il y a un nouveau ministre de la Défense qui prend en route les affaires en Ukraine. Je crois que l'Europe a un rôle très important pour trouver des solutions de compromis, pour trouver une façon, d'une part, de respecter le mémorandum. La France a signé le mémorandum de Budapest qui garantissait à l'Ukraine l'intégrité, la protection de l'intégrité du territoire ukrainien, en contrepartie de la dénucléarisation de l'Ukraine. La Russie aussi l'avait signé. La Russie aussi l'a signé. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il est tout à fait possible de dire à nos amis russes, parce que nous aimons tous la Russie... Elle n'a pas loupé le coche, l'Europe. Il ne fallait pas faire ça il y a quelques semaines déjà. Elle l'a fait. Essayer de dialoguer vraiment avec la Russie. Elle l'a fait. Mais à Paris, et elle l'a pas fait. Il y a eu le 10e anniversaire. Elle ne le fait pas depuis 20 ans. De Tanguy, on peut dire que l'Europe a manqué de réalisme sur ces questions. Non. Alors, bon, on peut toujours faire mieux. Ça, je ne le nie absolument pas. Ça, c'est clair. Mais ceci étant, il est complètement faux, pardonnez-moi, de dire que l'Union européenne n'a rien fait. Il y a eu un partenariat qui a été établi depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Qui est nul et qui est vide et qui, du point de vue russe, est insatisfaisant. Et c'est ce manque de contenu du partenariat Union européenne-Russie qui fait que la Russie considère que l'Union européenne se fait sans elle, que l'Europe se construit sans elle, et qu'elle profite, et qu'elle
qu'elle est utilisée par une stratégie d'endiguement par l'OTAN de son territoire. Alors, ça, je ne peux pas dire que le partenariat est vide. On est d'accord. Je suis assez d'accord avec J'aimerais avoir la Michel vie pour de dire Alexandre là-dessus. qu'il y avait besoin d'une réforme de l'OTAN et de la maison commune proposée par le président Gorbatchev qui n'a pas été entendu. L'impression que j'ai, c'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui en Russie une espèce de déception de ce qui se passe, enfin de l'attitude européenne à l'égard de la Russie. Enfin là aussi, ça ne concerne pas tous les Russes, bien sûr, mais on sent quand on y va à titre personnel. Donc on sent une sorte de discours déçu de la coopération avec l'Amérique et l'Union européenne. Mais là aussi, je crois que le rôle de l'Église et des chrétiens, de l'Église orthodoxe, mais de tous les chrétiens en général, c'est de déployer tous les efforts possibles et de faire tout ce qui est en notre pouvoir. Je voulais vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est pas l'Église orthodoxe qui peut nous apporter, qui peut aider l'Église orthodoxe avec l'ensemble des autres chrétiens, de faire d'éviter que l'Europe se bipolarise à nouveau, que le discours de la guerre froide revienne et qu'on se retrouve dans la même logique qu'il y a Comment vous travaillez 40 dans ce ou sens 50 ans. Pour l'instant, on ne fait pas assez de choses, on ne fait pas assez d'efforts. Au contraire, mais je crois que la chose la plus importante à faire d'ores et déjà, c'est d'arrêter la désinformation et d'être les plus Vous considérez objectifs. qu'on est en plein dedans, là ? Je crois qu'il y en a beaucoup, oui, de désinformation. À de Tinguy, oui. comme le dit le père Alexandre, vous considérez qu'il y a un risque de revenir à une guerre froide ? Non, la guerre froide était très basée sur des considérations idéologiques qui est complètement disparu, et puis d'autres qui ont complètement disparu, et puis d'autre part, je veux dire, les choses ont beaucoup évolué depuis 1991, et donc je crois que de parler de guerre froide ne convient pas du tout, et que d'autre part, toutes les évolutions... Est-ce qu'elle avait vraiment cessé finalement ? Mais oui, elle avait complètement cessé. Oh. Et il y a eu, depuis maintenant près de 25 ans, une logique de partenariat qui a été une logique de partenariat avec la Russie constante, à la fois au niveau des États et au niveau des sociétés. On a fait beaucoup aussi au niveau des sociétés, mais dans les universités, nous avons maintenant, c'est complètement habituel, vous l'avez probablement aussi, des études des jeunes Russes qui sont là et qui participent totalement Si je peux me permettre, à vous la pêchez vie un aussi. petit peu par angélisme. C'est-à-dire qu'effectivement, Non, ça, je crois pas. c'est vrai qu'il y a des partenariats, mais le partenariat a été faible par rapport à la demande russe, à l'attente russe. La Russie voulait enfin faire quelque chose d'ambitieux avec l'Europe et ça n'a pas été fait. Parce que l'Europe n'a pas construit sa défense européenne, elle a dû faire appel à l'OTAN. Les Russes auraient voulu qu'ensemble, il y ait une défense européenne, qu'il y ait des coopérations approfondies dans l'industrie de défense, etc., qui n'auraient pas fait de mal à notre industrie, et surtout à l'industrie soviétique, qui avait certains niveaux dans ce domaine, et qui s'est complètement effondrée. Donc il y a une vraie déception, et comme l'a dit le père Alexandre. Alors, Donc, une vraie déception, je suis d'accord avec toi sur ce point, mais il y a quand même un problème qui est que pour construire l'Europe, on a besoin de valeurs communes. Et qu'on a deux conceptions de la démocratie différentes. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu une méfiance qui a grandi. Notre vision de la démocratie, qui du reste est en crise, je crois qu'on partage le même point de vue. La démocratie est en France est en crise, mais en même temps, la notion d'état de droit, de justice, etc., c'est des points importants. On a des médias qui sont libres. C'est pas le cas en Russie. Et donc, voilà, aujourd'hui, il s'agit, je crois, de trouver de nouveaux types de démocratie. C'est pour ça qu'au Bernardin, on a organisé un colloque sur la démocratie et où on a insisté sur le personnalisme. On y a participé. Voilà, et qu'on puisse essayer de trouver des fondements chrétiens à la démocratie. C'est le point de vue des Russes. Et en même temps, le traduire dans un discours des Lumières qui, eux aussi, sont pour la séparation des pouvoirs. Sur la démocratie, on ne peut pas dire, j'en ai parlé avec Jacques Attali il y a peu de temps, sur cette question de démocratie. Il me dit toujours, d'un côté dictature, de l'autre côté démocratie. Il y a le camp des démocrates et il y a les dictatures. C'est pas si simple. Et on ne peut pas dire non plus qu'on a des conceptions différentes de la démocratie. La démocratie, le pouvoir du peuple, un esprit rationnel le comprend de la même façon en Europe occidentale qu'en Europe orientale. Donc, c'est pas un problème de conception. C'est une analyse des conséquences en termes géopolitiques de la démocratie. Chez nous, bon, c'est pas terrible. On a 0,1% de croissance. Il y a du chômage, mais enfin, les gens restent polis. Il n'y a pas de guerre civile, etc. On a une vieille tradition démocratique.
En Russie, c'est pas comme ça. Quand la démocratie est arrivée après le communisme, grâce à Yeltsin qui est passé du communisme à la démocratie et à l'économie de marché, bravo Yeltsin. Le problème, c'est que l'économie s'est effondrée. Vous aviez des grands-mères qui, pour se chauffer, vendaient des pots de yaourt à la sortie des métros. Donc il y a une humiliation générale de la population. Donc c'est les conséquences en termes de dislocation sociale. C'était pas le problème de la démocratie, c'était le problème de l'héritage du soviétisme qui a fait que l'économie s'est effondrée. Seulement, voilà. Pas seulement. Et aujourd'hui, les soviétiques, enfin les Russes d'aujourd'hui, disent le chaos des années 90 en disant c'est la faute des libéraux. En réalité, s'il y a eu une oligarchie mafieuse qui s'est constituée en Russie, c'est parce qu'il n'y avait pas les élites qui étaient prêtes à travailler sur la séparation des pouvoirs, à avoir un minimum c'est vrai, de vertu. les élites n'étaient pas préparées, mais on ne peut pas dire non plus que c'est plus complexe que ça. Et ce qui est vrai aussi, et je ne veux pas tomber dans la conspirologie, mais alors là, c'est une théorie qui existe et qui est sous-jacente en Russie, que l'anticommunisme a donné... Enfin, à l'anticommunisme s'est substitué aujourd'hui une attitude russophobe. Et que finalement, ce que les Russes pensaient être de l'anticommunisme s'est avéré chez certains conseillers influents, en particulier aux États-Unis, mais probablement en Europe occidentale, s'est avéré être de la russophobie. La Russie, on cherche à l'isoler. Donc on fait un cordon sanitaire autour, on l'affaiblit, et ça fait le jeu de l'hyperpuissance du point de vue de certains stratèges. Ça rejoint ce que vous disiez, Père Alexandre, sur la déception vis-à-vis de l'Europe. Tout à fait. Je crois que la russophobie enfin, telle que beaucoup de Russes la voient de la part de certaines puissances, y est pour grand-chose. Mais je crois que l'Occident n'est pas le seul responsable. On sent aussi dans le discours des hommes politiques russes d'aujourd'hui une espèce d'anti-occidentalisme tout à fait primaire également, et donc qui joue sur ces craintes héritées des années 1990, où on a effectivement attribué à la libéralisation de l'économie tous les problèmes économiques de l'époque, mais c'était beaucoup plus complexe que cela. C'était aussi en grande partie l'héritage du communisme. Voilà. Donc, et alors on voit d'un côté les puissances occidentales qui cherchent à isoler la Russie, de l'autre côté des hommes politiques russes qui jouent sur l'anti-occidentalisme d'une partie de la population. Mais je reviens là aussi, puisque je suis là comme prêtre, au rôle de l'Église, des chrétiens, c'est qu'il faut casser cette logique. Il faut que nous, les chrétiens, nous soyons témoins d'autre chose. Entre chrétiens orientaux et chrétiens occidentaux. Tout à fait, oui. Et Quels sont les chemins nous possibles ? n'entrions pas dans ce désir de bipolarisation, d'opposition de l'Occident et de la Russie. Antonin Jacobski. Nous ne fêtons pas ensemble cette année, les orthodoxes et les catholiques. Justement, ce serait une occasion. J'ai créé en Ukraine, en 2004, un institut d'études écuméniques. Organisant le dialogue entre catholiques, orthodoxes et protestants en Ukraine. Notre institut a maintenant 10 ans et il fonctionne très bien. Je me suis quand même heurté à un problème, c'est que les historiens russes et les historiens ukrainiens ne parlent pas entre eux. Or, il y a des blessures profondes dans l'histoire russe et ukrainienne. Et je ne dis pas qui a raison, qui a tort, mais il y a eu une très grande famine, le Golodomor, qui a fait plus de 5 millions de morts. Et il n'y a pas de dialogue entre Russes et Ukrainiens là-dessus. Les uns craignent d'avoir toute la responsabilité sur leurs épaules, les autres disent « nous, on est les victimes », etc. Mais il n'y a pas de dialogue. Même chose sur le problème de cette église grecque catholique qui a été détruite, rayée de la carte en 1946 par Staline, mais avec la complicité de l'église orthodoxe du patriarcat de Moscou. Et encore aujourd'hui, le patriarcat de Moscou n'est pas revenu en arrière en disant on regrette ce qui s'est passé, c'est pas nous, c'est Staline, mais on a dû participer à ça. Et tout ça fait que accumulé, eh bien, il n'y a pas de dialogue. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il y avait vraiment une urgence à faire, aussi sur le concile de Florence, il y a eu un concile d'unité à Florence en 1439. La plupart des églises orthodoxes disent ce concile, oui, c'était pas sérieux, les catholiques n'étaient pas sincères. Mais si, ils étaient sincères. Et les orthodoxes ont tous signé cet accord d'unité en 1439, hein, à l'exception d'une seule personne. Bon, eh bien, l'église orthodoxe d'Ukraine est la seule église orthodoxe à être restée fidèle à ce concile d'unité jusqu'au XVIIe siècle. Et quand on parle de ça en Ukraine, le patriarcat de Moscou, mais le patriarcat de Constantinople aussi, disent non, il n'était pas sincère, la rupture avec l'Occident a eu lieu au XIe siècle, donc ça n'est pas possible. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il serait responsable pour les catholiques comme pour les orthodoxes, pour les historiens des deux côtés, de réhabiliter ce concile de Florence et de dire ainsi, il est possible
de se réconcilier, catholiques et orthodoxes. C'était hier, ça s'est passé hier. Antoine Arjakovski, merci. Il nous reste 2 minutes. Je m'adresse à vous, Anne de Tinguy. C'est intéressant de remarquer que ce débat s'est déplacé sur des questions spirituelles pour mieux comprendre les enjeux aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la question des valeurs communes est en effet une question complètement fondamentale et que pour le moment, il faut reconnaître que c'est un terrain sur lequel nous avons des désaccords avec les Russes. Il y a un point sur lequel je voudrais aussi insister, c'est quand on parle de russophobie, parler de russophobie en France, mais je veux dire, les Français ne sont pas du tout de russophobes. Je crois qu'on confond la critique de M. Poutine et la critique de la Russie. C'est pas la Russie qui est critiquée, c'est M. Poutine. Et ça, c'est un point qui est très différent. Et juste, je voudrais terminer sur un dernier point. Les crises et les conflits sont toujours extrêmement pénibles, notamment pour toutes les personnes qui sont directement concernées sur le terrain par ces conflits. Mais en même temps, des crises et des conflits, les crises et les conflits accouchent parfois d'une nouvelle situation, de nouveaux équilibres. Eh bien, ce que je souhaite personnellement, c'est que nous voyons arriver finalement de nouveaux équilibres en Europe qui seraient très différents de ceux qui existaient jusqu'à maintenant. Merci Anne de Tinguy. Père Alexandre, à vous le mot de la fin pour un message d'espoir et de réconciliation. Je crois que pour les valeurs communes, il n'y a rien de mieux que notre héritage chrétien et les valeurs qui sont de l'Évangile sur lequel s'est nourrie à la fois la culture de l'Europe occidentale et celle de la Russie. Merci beaucoup à vous quatre, Michel Grabar, Anne de Tinguy, Père Alexandre Siniakov et Antoine Arjakovski. J'espère que ce débat a pu répondre à quelques-unes de vos questions. On aurait pu encore passer des heures sur ces questions. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne soirée.